D'abord, je veux dire que je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. C'est en même temps un honneur et un plaisir d'être ici. Les débats de la TUJ nous intéressent et aujourd'hui, après le 14 janvier, dans cette nouvelle phase de transition politique, après le 23 octobre dernier, les débats doivent être beaucoup plus intenses et aller vraiment au fond des choses et vraiment éviter tous les tabous et mettre à côté les tabous et parler franchement et directement. Et je pense que c'est l'un des sujets les plus importants aujourd'hui, d'autant plus que l'événement d'actualité, dans 15 jours, va avoir lieu une rencontre tripartite entre le gouvernement, le GTT et l'UTICA, avec l'aide du BIT, en vue de commencer à négocier un contrat entre les partenaires sociaux. Je vais l'appeler ainsi un contrat entre les partenaires sociaux parce que le pacte social ou sociétal, c'est beaucoup plus large. Ça concerne l'ensemble de la société, comme vous venez de le dire, et c'est vraiment important. En fait, si on revient à votre question, la révolte de la Tunisie a des raisons anciennes, mais ce qui est tout à fait remarquable, c'est que elle s'est déclenchée dans les régions, dans ce triangle où il y a une emprise de l'appareil du parti RCD et du système de Ben Ali qui était la plus forte. Sidi Bouzid, le gouvernement de Sidi Bouzid, il y avait 900 cellules du RCD. Il y a même des petites villes où il y avait 70, c'est-à-dire que le quadrillage et le maillage qui a été établi par l'ancien système était très fort. Et pourtant, c'est là où tout a commencé au mois de décembre 2010. Et ce n'est pas par hasard, parce qu'en fait, il y a une rupture du pacte social et du contrat social qui s'était établi entre ces populations-là et l'État et le système et le parti RCD. C'est tout à fait ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est des populations qui ont aliéné une partie de leur liberté et qui ont fait allégeance au système contre une protection et contre au moins un socle minimal qu'ils avaient accepté. C'était une relation de clientélisme, de népotisme, tout à fait, et cette relation-là s'est rompue. Donc, il y a eu un événement le goutte qui avait débordé le vase, mais en fait, c'était une accumulation. Et le système, le déficit du système de Ben Ali a commencé depuis aux alentours, je pense, 2005-2006. Il y a eu 2008 dans le bassin minier. C'était aussi un jalon, une étape importante. Et la pauvreté, le chômage, c'est ça, c'est la rupture du contrat social. Il n'y a pas eu de redistribution dans ces trois gouvernements. Et c'est là où il y avait la plus forte déception, puisque c'est là où on a donné le plus de soutien. C'est là où on a tout accepté. D'ailleurs, toutes les structures de la société civile qui avaient un tant soit peu une marge de liberté ont été utilisées dans ces trois gouvernements-là. Je vais en citer deux particulières. Une syndicale qui est l'UJTT. Les structures syndicales de ces trois gouvernements étaient totalement en phase avec le système Ben Ali, en particulier à Gasserine et à Sidi Bouzid, peut-être un peu moins à Gafsa, mais de toute façon les deux premiers gouvernements se révoltaient en décembre 2010. Donc ça c'est... Et puis, même les structures de la société civile, un tant soit peu politique, à savoir la Ligue des droits de l'homme, moi qui viens de la Ligue des droits de l'homme, nos sections de Sidi Bouzid et de Gasserine, qui étaient historiquement des sections tenues par des éléments de gauche, de la gauche même marxiste, je peux dire ça, ont basculé au début des années 90 vers le RCD et sont devenus carrément des cellules du RCD. Donc c'est-à-dire que toutes les structures de la société qui pouvaient représenter un contre-pouvoir ou un pôle de contestation, une possibilité de bouger un tant soit peu, ont été totalement mises au pas, contrairement à d'autres régions où il y avait des structures
qu'elles soient syndicales ou politiques ou des organisations de la société civile, qui permettaient au moins à la population de contester et d'obtenir quelque chose. Bien sûr, le modèle de développement qui a été choisi a abouti à une inégalité régionale flagrante, et c'est ces 3 gouvernorats qui ont le plus souffert, en plus du Nord-Ouest, de cette inégalité régionale et du taux de chômage le plus important, notamment au sein des diplômés du supérieur. Et tout ça a fait que c'est une explication, une rupture du contrat social qui a abouti à une réforme. Alors j'aimerais me tourner vers Zimer Khalel, qui est très actif aujourd'hui au sein de la société civile. Qu'est-ce qui aurait pu faire ou qu'est-ce qui a manqué à la société civile pour prendre son rôle, disons, avant la Révolution, et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, la société civile, qui était finalement peut-être un petit peu absente du schéma d'avant le 14 janvier, aurait aujourd'hui la possibilité d'influer sur les débats et sur le cours des choses. Merci. Comme m'a dit Monsieur le ministre, il y avait un contrat social avant qui était que, en gros, toutes les capacités revendicatives de toutes les forces vives de la Tunisie ont été annihilées. En échange d'une certaine stabilité ou d'un certain confort artificiel qui est donné. C'est-à-dire que la société civile, même, j'appelle ça une pseudo-société civile, et même une relation qui est dite de clientélisme. C'est-à-dire, tant que vous vous occupez de votre domaine, qu'il soit économique ou social, et vous nous laissez faire toute la politique, et dès que vous commencez à voir les choses autrement qu'on les voit, il y a automatiquement, donc, on vous attaque. Même au niveau de l'entreprise, qui fait partie de la société. Moi, en faisant partie du groupe Poulina, je vous rappelle, même pour entrer en bourse, on a envoyé une lettre à Monsieur le Président, on dit voilà, on a l'intention d'entrer en bourse, et il nous répond, bien sûr, rentrer en bourse c'est important pour le développement du pays. Donc il y avait une relation de clientélisme où on faisait ce qui était adéquat de faire, sinon on a payé une fois, on a voulu faire une fois quelque chose de différent, on a payé 35 millions de dinars d'impôts. alors, et donc, devant ça d'ailleurs, alors, après la Révolution, moi je dirais que la Révolution va permettre de changer le contrat social en y incluant un nouveau new player, donc un nouveau joueur, c'est la société civile. Alors la société civile, en fait, son rôle dans tous les régimes totalitaires au départ, c'est protection des droits de l'homme, mais lorsqu'on rentre dans une société moderne, la société civile représente une capacité organisée, aussi sur 2 aspects, du lobbying, c'est-à-dire que nous, par exemple, on peut voir une association tout à l'heure de pharmaciens ou une association d'entrepreneurs qui sont là pour dire voilà notre point de vue. Lorsque vous allez instituer les règles, c'est-à-dire faire des contrats, des lois, nous avons notre mot et nous présentons notre point de vue. Et aussi un acteur de la solidarité sociale. Parce que ce qui s'est passé dans l'ancien régime, c'est que pendant 50 ans, il y avait avant une solidarité sociale à travers ce qu'on appelle l'Hbs et des fondations qui existaient. Moi, je suis originaire de Sfax, et à Sfax, il y avait quelque chose qui s'appelait Hbs Kiritizit. C'est-à-dire que lorsque les vendeurs d'huile vendaient l'huile, il restait des gouttes d'huile lorsqu'on mettait l'huile. Et cette huile-là, ces gouttes étaient mises dans une grande jarre, et donc ça faisait au bout d'une certaine quantité, ça faisait peut-être 1% de la quantité d'huile vendue, qui était importante, parce que le marché brassait d'importantes quantités d'huile. C'était utilisé pour donner des bourses pour les étudiants. Donc ce reste, d'ailleurs on leur a dit, imaginez qu'on prenne tous les déchets de nos usines et qu'on en fasse un fonds social de développement social. On aurait pu, avec ce fonds,
donné de la chance à beaucoup d'étudiants. Mais tout cet aspect-là social a été, pour des raisons politiques claires, a été pris en main directement par l'État. Aujourd'hui, donc, il s'agit de redonner la liberté à la société civile. Et on a vu, juste après la Révolution, des centaines et des milliers d'associations. D'ailleurs, le nombre d'associations inscrites, j'ai vu le chiffre, il y a à peu près 50 000 associations qui sont en train, soit qui sont apparues, soit qui sont en train d'apparaître dans tous les domaines. Il s'agit aussi de comment restructurer cela pour qu'ils aient réellement, ils sont là pour aider, pour jouer un rôle. C'est ce catalyseur entre l'administration, le gouvernement, les partis politiques aussi, d'une part, et le marché, ce que j'appelle le marché et le social. Et aujourd'hui, que ce soit des partenaires sociaux, mais plus que des partenaires sociaux, moi j'imaginerais que le rôle de la CUJ n'est plus simplement de faire ces séminaires, c'est important, mais aussi d'être, pourquoi pas, une sorte de think tank, quelquefois sur des problématiques, parce qu'elle a aujourd'hui la compétence de proposer des solutions au gouvernement sans être partisane, dans le sens où aujourd'hui la société civile, la différence entre la société civile, le gouvernement et le privé, c'est que le privé, il est orienté profit. Le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. La société civile, elle travaille pour ce qu'on appelle le bien commun. Donc elle n'a pas un objectif donc, de profit, elle n'a pas un objectif de pouvoir, elle a un objectif, c'est de développer, d'apporter une valeur ajoutée à travers un bien commun en proposant des solutions, et il est de rôle du gouvernement d'entendre ces solutions. Merci, mais alors, le contrat social, souvent, c'est des belles paroles, jusqu'à ce que l'économie fasse irruption dans le sujet, si Mohamed. Moi, j'aimerais juste dire une chose, c'est qu'il y a un sociologue, Ernest Gellner, qui disait que la société de croissance continuelle abaisse l'agression sociale. Et que quand la corne d'abondance se tarit, là, on a des soucis. Donc, comme l'économie tunisienne traverse aujourd'hui une période difficile, qui n'est pas simplement liée aux problèmes internes, mais qui est aussi liée à la crise mondiale, j'aimerais avoir votre avis. Comment est-ce qu'on pourrait envisager le nouveau contrat social comme une nouvelle dynamique de croissance et de création d'emplois, ou est-ce qu'il faudrait attendre que l'économie aille mieux pour être en mesure de mettre en place un nouveau contrat social? Quel est l'avis de l'économiste là-dessus? Je vous rassure tous, les questions ne sont pas préparées, donc... Difficile question, mais de toutes les façons, je veux essayer de répondre à cela. Mais au préalable, je reviens à cette notion de contrat social. J'adhère à ce que vous avez avancé. J'ajoute tout simplement, le contrat social renvoie ou détermine le pouvoir, son exercice et sa légitimité. Le pouvoir, son exercice et sa légitimité. Monsieur le ministre a parlé tout à l'heure de chômage, d'inégalité, tout cela. Moi, je dirais qu'à un moment donné, le contrat social, l'ancien contrat social a été rompu, et c'est ça donné la révolution. N'oublions pas que les causes fondamentales de la révolution, c'est des causes économiques. Alors, je ne reviens pas à cette question, mais tout simplement, je traiterai très brièvement 3 points de rupture du contrat. Et se situent ces 3 points à 1, la corruption qui est devenue généralisée. Et là, ça nuit ça a 2 conséquences négatives. C'est d'abord, ça étouffe l'économie. C'est un impact négatif sur l'investissement privé. Et ça détériore les services publics. Ça, c'est la corruption. La mauvaise répartition des richesses entre les régions et entre les individus. Et l'exercice du pouvoir se fait sur la répression et l'absence de liberté. Et cet ensemble d'éléments a donné, à côté du chômage, et particulièrement des jeunes, à côté de la pauvreté et de la marginalisation, ça a donné une révolution. On ne l'attendait pas, probablement.
On ne l'avait pas prévu, probablement. Mais ça a donné ça. Maintenant, si je reviens à votre question, c'est vrai, cette question de croissance économique et de contrat social, de paix sociale, c'est dialectiquement lié. Vous ne pouvez pas, et là le gouvernement maintenant on trouve des difficultés pour relancer l'activité économique à cause de l'agitation sociale. Il y a une agitation sociale, il n'y a pas de paix sociale. Donc on ne peut pas relancer une machine sur le plan économique. Mais s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas de création de richesse, qu'est-ce qu'on va répartir? Qu'est-ce qu'on va distribuer? Oui, et c'est pour cette question, je crois que la tâche la plus difficile maintenant au gouvernement actuel, c'est que les attentes sont énormes, les moyens sont très limités. Comment sortir de cela? Je ne parlerai pas du moyen et de long terme, ça c'est une autre question qu'on traitera par la suite. Mais c'est comment rompre avec ce cercle extrêmement difficile et pénible, et il le rencontre pratiquement tous les jours. Si vous avez de l'agitation sociale, des revendications, mais d'un autre côté, la machine ne marche pas. La machine économique ne marche pas. Oui. Alors, si vous voulez que je traite cette question à moyen terme, probablement on la laissera tout à l'heure, mais pour le moment, c'est le court terme et c'est les deux éléments, parce que le débat entre économistes est très ouvert. Mais ça, c'est en période normale. Ce n'est pas en période d'agitation pour la Tunisie. Parce qu'en période normale, les économistes sont partagés. Beaucoup vous disent que la protection sociale, c'est un coût. Et ça handicape la compétitivité des entreprises. Et ça existe, cette thèse existe. Mais je ne parle pas, mais ça, ce n'est pas le cas de la Tunisie actuellement. La Tunisie, actuellement, a un problème. Et le gouvernement a des difficultés sérieuses. C'est comment essayer à la fois qu'il y ait une paix sociale relative et relancer l'activité économique. Et les deux sont liés, intimement liés. Oui. Alors, ça dépend de vous si je traite cette question de moyen et de long terme ou ça sera après. Voilà, le court terme. Comment redémarrer, voilà. Comment redémarrer dans le contexte actuel, justement, aller vers un climat apaisé qui permet de mettre en œuvre un nouveau contrat social? Non, pour le moment, pour un climat apaisé, la question est simple. La question est simple, c'est que c'est la confiance. C'est la confiance, c'est d'abord une visibilité. Comment instaurer des visibilités? Parce que la transition économique, la transition démocratique, ce n'est pas des élections libres, transparentes et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas une fin en soi. C'est la transition vers des institutions démocratiques. On construit notre pays. On est en train de construire notre pays. Et c'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de construction. Et toutes les forces sont les bienvenues pour construire ensemble notre pays. C'est une occasion historique. Alors, là, c'est la responsabilité du gouvernement d'instaurer une confiance. D'abord de faire une certaine visibilité des programmes clairs et de donner des signaux forts, parce qu'on n'attend pas des résultats. On ne peut pas les faire. C'est clair et c'est simple. Il n'y a pas de résultats tangibles, mais on attend des signaux très très forts. Alors, ce qui se passe en Tunisie actuellement pose quelques difficultés. Merci. Alors justement, un climat apaisé, un climat social apaisé, aujourd'hui, dans un contexte où nous avons un patronat qui est relativement affaibli, disons-le, des syndicats qui sont peut-être forts dans le contexte actuel, mais qui restent peu représentatifs. Comment est-ce qu'aujourd'hui, des structures comme l'UTICA, mais de manière beaucoup plus générale, l'entreprise tunisienne peut être en première ligne pour créer les conditions d'un climat social apaisé et d'une nouvelle négociation d'un nouveau contrat social? C'est Nef. Merci. En fait, bon, je voudrais revenir un peu je voudrais rappeler une chose, c'est que le dialogue social a été quasiment enclenché par l'UTICA
quasiment quelques jours après la Révolution. Donc, ce qui a permis déjà d'apaiser plein de tensions, de désamorcer plein de crises. Donc déjà, je crois que si la volonté existe de la part des deux partenaires sociaux, s'il y a une écoute, on peut arriver à des solutions. Ce que nous avons vécu également dans l'UTICA, c'est qu'en fonction des régions, en fonction des professions, des métiers, il y a des interlocuteurs qui peuvent arriver à redonner confiance et d'autres pas. Alors, l'objectif de la démarche, effectivement, comme l'a dit Sladar, c'est de redonner la confiance. On a besoin, les chefs d'entreprise ont fait leur mea culpa, ont fait une remise en cause. Ils se sont rendus compte que les choses ne pouvaient pas continuer de cette manière-là. Ils se sont rendus compte qu'à défaut d'une meilleure répartition des richesses, d'une meilleure écoute, d'une meilleure application de la législation du travail, d'une meilleure répartition du fruit de la croissance, d'un meilleur développement et plus équitable, il n'y a pas de paix sociale. On a tous vécu la situation où des gens qui sont riches, qui ont des millions en banque, ne peuvent même pas acheter du pain le 15 janvier. Donc, ou ne peuvent même pas sortir de chez eux. Et d'un autre côté, au niveau de l'UGTT, au niveau des structures syndicales, on a besoin de la part de ces structures syndicales de messages forts, de messages qui sont capables de changer de mentalité, d'arrêter cette logique de confrontation, cette logique de lutte des classes, cette logique de conflit entre le patron et l'employé. Cette prédisposition à mettre l'entreprise au cœur des préoccupations, la rentabilité, la productivité, car sans entreprise rentable, sans entreprise viable, il y a point de pérennité, point de développement et point de création d'emplois. La logique veut que globalement, on mette ces différents points au cœur de nos préoccupations et qu'on puisse construire ensemble une vision qui nous sorte un peu de cette panne. Très bien, mais on peut aussi parler au niveau des entreprises des choses qui fâchent. Alors, moi je me fais un peu l'avocat du diable, n'y voyez pas de position personnelle, mais le travail au noir en Tunisie, ça existe. Des entreprises qui ont exagéré dans l'utilisation des sociétés de services, dans l'utilisation des stages à durée déterminée, des contrats même à durée déterminée, et parmi elles, les entreprises publiques en première ligne, tout ça, ça existe. Des écarts de salaire dans les entreprises à des niveaux qui sont faramineux. Le sujet est aujourd'hui donc à la une de l'actualité en France avec donc l'élection du nouveau président. Aujourd'hui, ce problème de la précarité de l'emploi en Tunisie, Monsieur le ministre, en tant que ministre, mais aussi en tant qu'homme politique, comment vous le jugez et comment vous imaginez que les entreprises peuvent aujourd'hui, je dirais, récupérer une certaine forme, une nouvelle virginité dans un contexte où il y a eu quand même beaucoup d'abus au cours des temps passés, puisque de l'époque de Ben Ali, le message ou le contrat social ou le contrat avec les entreprises, c'était faites ce que vous voulez, enrichissez-vous, mais ne touchez pas à la politique. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise est perçue finalement en Tunisie? La réponse est difficile, mais voilà ce qui s'est passé, c'est que après le programme d'ajustement structurel de 85-86, il y a eu des formes d'emploi qui ont été même légalisées, formalisées en 96, telles que la sous-traitance.
Sauf que la réglementation était complètement mauvaise, mal conçue, et ça favorisait la précarité et l'exploitation. À tel point que maintenant, lorsqu'on dit sous-traitance ou externalisation en Tunisie, c'est assimilé à l'esclavage. Et je pèse bien mes mots. Et ça nous crée des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si on veut parler d'un nouveau contrat social, il faut qu'on en parle. Ce sont des sujets tabous qu'il faudra certainement aborder et trancher. Comme l'a dit Silhadar tout à l'heure, l'important, c'est la visibilité. Et en matière d'emploi, c'est la visibilité pour que les investisseurs s'investissent et ramènent leurs capitaux et pour que l'emploi reprenne. Et l'un des facteurs de l'emploi, c'est ces modes d'emploi qui existent partout dans le monde, mais qui ont été complètement dévoyés en Tunisie. Et l'emploi à temps partiel, tout ça est considéré comme de l'esclavage. Aujourd'hui, les syndicats sont très braqués sur ce sujet, c'est la réalité. Ils restent quand même relativement ouverts parce qu'ils sont pris entre deux feux. Leur base et surtout les structures nouvelles créées après le 14 janvier. Il ne faut pas oublier qu'avant le 14 janvier, le secteur privé, et là c'est une réalité que je m'adresse au secteur privé, le travail syndical, tout ce qui était syndicat, était systématiquement, disons dans la majorité des cas, réprimé. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, c'est dans les entreprises où il n'y avait pas de syndicat où on a vécu le plus de drames. Et c'est dans les entreprises où il y avait un syndicat fort qui ont été préservés de toutes les dépravations après le 14 janvier, au moment du 14 janvier. Et j'ai juste un exemple en tête là d'une entreprise française qui avait deux sites. Un site où il y avait un syndicat bien structuré et ancien et qui fonctionne très bien, et l'autre site où le syndicat a subi beaucoup de pression et de licenciements, et actuellement, elle est en difficulté. C'est la même entreprise qui est installée en Tunisie. Donc ça, il faudrait que de part et d'autre, on se parle franchement. Et que le mea culpa, ce n'est pas, à la limite, ce n'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est des propositions, c'est une nouvelle vision. Personne n'a demandé aux hommes d'affaires il faut présenter votre pardon. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le propos. Je parle en tant que structure. Et l'UTICA est aujourd'hui redevable de montrer une vision. Ce qui n'est pas encore le cas. Contrairement au syndicat qui lui a une vision corporatiste, certes, revendicatrice, certes, mais il a une vision. Il a une vision et il veut défendre ses affiliés. Et aujourd'hui, le syndicat du GTT a une très forte représentativité. Elle approche du million d'adhérents, donc ce qui n'est pas négligeable, et c'est devenu une force. Il faut qu'on la transforme en force stabilisatrice, en force qui nous permet d'avancer et de retrouver de l'emploi. Et je pense que ma courte expérience de ces 4 mois en tant que ministère qui gère les conflits sociaux, j'ai remarqué qu'avec le GTT et avec le TICA bien sûr et les autres, on a pu trouver des solutions à des situations parfois difficiles, voire inextricables. Et que le débat nous a permis, la négociation nous a permis d'éviter à peu près autour de un peu plus, même que 75% des grèves qui étaient programmées pendant ces 4 premiers mois. Donc ça c'est important. Aujourd'hui, on a une chance historique, et c'est pendant les crises qu'on renégocie le contrat social. En dehors des crises, c'est que ça va bien, donc il n'y a pas de raison. Donc c'est pendant ces crises-là que tout doit être déballé et que tout doit être bien négocié et avec des voies de sortie, avec des plans qui sont clairs. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses devraient avancer rapidement. C'est vrai que la stabilité d'un pays où le contrat sociétal dépend aussi de la légitimité politique, de la clarté du calendrier politique. Nous sommes dans une phase de transition.
je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait, ça a été, j'espère que ce qui a été dit à l'Assemblée le jeudi dernier servira à rassurer aussi bien la population que les investisseurs, mais ça reste encore qu'un début. Il faut que toutes les institutions démocratiques, comme l'a dit Sirhada, c'est ça la démocratie, c'est d'avoir des institutions démocratiques qui permettent un relais, qui permettent d'éviter les explosions. Et s'il y a des difficultés, par ces institutions, on arrive à dépasser les problèmes. Mais je reste persuadé que les rencontres entre les trois partenaires vont être capitales pour redonner de l'espoir à cette population où il y a une tension sociale, dans ces régions où il y a une tension sociale tellement importante que le moindre petit incident, parfois anodin, peut aboutir à des catastrophes au niveau des entreprises. Voilà. Je reviens vers l'économiste pour avoir votre point de vue sur donc le jugement qu'on a de part et d'autre, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les entreprises, mais en même temps les entrepreneurs aujourd'hui en Tunisie se plaignent des conditions de concurrence, se plaignent du secteur informel, se plaignent de l'absence de transparence dans la commande publique, se plaignent du niveau d'imposition ou de prélèvement obligataire qui est un des plus élevés, si ce n'est le plus élevé de la région MENA. Donc entre ces deux diagnostics sur d'un côté les excès de l'entreprise et de l'autre côté la réalité peut-être économique ou les difficultés que vit l'entreprise, où est la vérité? Où est la vérité? Elle est difficile à trouver. Mais de toutes les façons, sortons un peu du cadre corporatiste. UGTT, syndicats et tout cela. C'est notre pays. J'avais dit tout à l'heure, c'est une occasion pour la reconstruire. Monsieur le ministre a évoqué le programme d'ajustement structurel de 86 qui en a donné le blocage de recrutement dans la fonction publique, le contrat à durée déterminée, et ainsi de suite, pour qu'on ne revive plus cela. Mais tout à l'heure, j'ai évoqué une question, c'est que la situation actuelle nous pousse un peu à revivre. Je donne un indicateur tout simplement, un seul. On était à 147 jours d'importation en 2010. On est actuellement à environ 90 jours d'importation. Ça veut dire que les réserves de change commencent. C'est une limite critique. Et vous l'avez constaté tout de suite, une dépréciation du dinar. Maintenant, l'euro, c'est plus que 2 dinars. Et le dollar, c'est plus que 1 dinar 500. Oui. Et alors, ça a des conséquences aussi. C'est l'importation ou l'inflation importée, parce que nous achetons nos produits importés à des prix plus élevés, et ainsi de suite, nous payons notre dette à des prix plus élevés. Ça veut dire quoi, tout cela? Notre modèle, imposé ou choisi, notre économie, nos entreprises, parce que notre tissu économique, c'est 90% des petites et moyennes entreprises, qui utilisent une logique de minimisation de coûts. C'est la notion de compétitivité coût.
développement, où la compétitivité, ce n'est pas uniquement la compétitivité coût, je dis bien, ce n'est pas uniquement, ça peut être la compétitivité coût, mais c'est la compétitivité aussi qualité. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises fassent l'effort. Et là, c'est un nouveau partenariat public-privé qui doit être instauré. Le public jouera son rôle, clairement et en particulier dans la conception d'une vision stratégique de ce que nous voulons. La Tunisie 2040, c'est une analyse prospective intelligente où tous les Tunisiens accepteraient ce schéma. Et je dis bien, la Tunisie a les moyens d'être un pays développé dans 30 ans. D'autres pays l'ont fait. La Tunisie a une jeunesse éduquée et ambitieuse, peut le faire. Quand naît cette vision, que nos politiques aient une vision beaucoup plus claire de la chose publique et de la gestion des biens publics. Et à ce moment-là, nous pouvons aller dans un autre sentier, dans un autre... où tout simplement, ça c'est le public, mais le privé doit aussi jouer son rôle, respecter toute la réglementation en vigueur et commencer par, et là c'est la société, la responsabilité sociale de l'entreprise, respecter tout, à commencer par payer les impôts. Une transparence et paiement des impôts. Merci. Alors, vous parlez de...